Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, zone de turbulence en vue dans le système scolaire. Les deux syndicats représentatifs de l'enseignement moyen secondaire furieux de la non-effectivité de l'augmentation des salaires. Ils incriminent le ministre des Finances. Les engagements n'ont pas été respectés selon les enseignants du CUSEMS-SAEMS. Le ministre des Finances dément la violation de l'accord signé. Pour Abdoulaye Daouda Diallo, la seule indemnité défiscalisée reste celle liée au logement. Il appelle les enseignants à la pondération. On vous explique tout dans cette édition. Rapport alarmant sur la violence sexuelle contre les domestiques. L'AJS révèle près de 460 cas en un an. L'association alerte les autorités compétentes sur ces cas de viol. La pression sociale peut-elle mener à la violence physique? Comment stopper la spirale de la violence? Dans ce journal, nous posons le débat sur la transmutation de la société sénégalaise. À la une également, la journée de la solidarité africaine célébrée aujourd'hui. Le président en exercice de l'Union africaine appelle à la solidarité. Macky Sall demande aux États de libérer les énergies des jeunes Africains. Et puis, Ndiaye TFM a été inhumé ce matin au cimetière de Djamalai. Tout le groupe Futur Média lui a rendu hommage à la maison mortuaire à Pékin. Zone de turbulence en vue dans le système scolaire. Les deux syndicats représentatifs de l'enseignement moyen secondaire ont élaboré un plan d'action. Des grèves générales et même un boycott des examens n'est pas à exclure. À l'origine de ces nouvelles perturbations, l'augmentation tant attendue des salaires des enseignants qui n'a pas été effective sur le bulletin des paie selon ces enseignants. Et pour ces syndicalistes, c'est le ministre des Finances qui n'a pas tout simplement respecté les engagements pris. Le secrétaire national adjoint du SAEMS appelle à la démission de Abdoulaye Daouda Diallo. Le voici avec Aminata Maresso. Avoir en face de nous comme interlocuteur, nous demandons même à ce qu'il présente sa démission, d'autant plus que voici un ministre qui ne peut plus représenter dignement la République, d'autant plus que les accords auxquels il souscrit ne sont jamais respectés. Et nous pensons que de ce point de vue, il ne peut plus être un interlocuteur valable en face des syndicats aussi responsables que le SAEMS et le CUSEMS. Et je vous le disais, le CUSEMS et le SAEMS envisagent d'aller tout simplement en grève. Conférence de presse, compte rendu, Aminata Maresso et Youssou Baro. Ce tableau, la grille salariale qui devrait revenir au cours enseignant au lendemain des accords signés un soir du 26 février 2022. Nous allons vous remettre ce tableau. Ce tableau sera largement partagé. Je prends deux exemples. Un professeur d'enseignement secondaire, augmentation minimum du salaire 2022, 146 000 francs. Professeur d'enseignement moins, augmentation minimum 129 639 francs. Augmentation maximum pour le professeur d'enseignement secondaire 217 000 francs. Pour le professeur d'enseignement moins, 181 000 francs. Et je rappelle que ces sommes, c'est après imposition. Fermé date d'exécution des accords, mais le CUSEMS et le SAEMS n'ont pas encore constaté les augmentations annoncées. Les augmentations nettes que le gouvernement du Sénégal s'était engagé à octroyer aux enseignants n'ont pas du tout été respectées. Une déception des syndicalistes. Le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, au banc des accusés. Le CUSEMS et le SAEMS exigent le positionnement sans délai des montants inscrits dans le tableau ci-dessus. Condition sine qua non pour une reprise des enseignements.
Le SAEMS et le QSEMS, deux syndicats représentatifs de l'enseignement moyen secondaire, comptent aller en guerre contre le gouvernement du Sénégal, un plan d'action qui risque de compromettre l'année scolaire, déjà perturbée par de nombreuses grèves. Et le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, appelle les enseignants à la pondération. Le ministre des Finances dément la violation de l'accord signé. Pour Abdoulaye Daouda Diallo, la seule indemnité défiscalisée reste celle liée au logement. Nous y reviendrons avec Maïmouna Ndiaye, le ministre des Finances, qui était en conférence de presse lui aussi cet après-midi. Les syndicats membres du G7 vont aller en grève, et ce pour une durée d'une semaine, à partir de ce vendredi 27 mai jusqu'au 3 juin. Ces syndicats qui se sont réunis ce mercredi s'indignent du non-respect des accords signés avec le gouvernement. Abdourahmane, membre du G7, revient sur la nouvelle donne des négociations avec Fat Bintou Conté et Pape Sangoune Mbaye. Des 5 syndicats du G7 tenant compte de la situation inqualifiable générée par les actes posés par le gouvernement qui, contrairement à ses engagements, a outrepassé le périmètre imposable et a empiété sur les montants nets annoncés. La nécessité de faire face à la forfaiture du gouvernement qui crée délibérément les conditions d'une déflagration judiciable au système d'éducation et de formation et aux droits d'éducation. Le plan d'action suivant. Vendredi 27 mai 2022, grève totale. Samedi 28 mai, grève totale. Lundi 30 mai, grève totale. Mercredi 31 mai, grève totale. Mercredi 1er juin, grève totale. Jeudi 2 juin, grève totale. Et enfin, vendredi 3 juin, grève totale. Voilà, une grève totale d'une semaine. Le président de la coalition pour une éducation pour tous, Siley Gorbalsi, faisait partie de la négociation entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants où jamais une opposition n'a été soulevée. Si tel est le cas, M. Si estime que l'État n'a pas respecté ses engagements avec l'Union des parents d'élèves. Reportage Fat Bintou Conté et Mardieng. Des négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, Siley Gorbalsi de la Coalition nationale éducation pour tous explique le processus qui avait été décidé, c'est-à-dire qu'il ne devait pas y avoir d'imposition sur les augmentations. Notre organisation qui a participé à toutes les étapes, notamment les réunions de monitoring, est membre de ce comité de suivi des accords. Il a été décidé qu'il y aurait des augmentations sur le salaire des enseignants. Et un tableau a été établi à cet effet. Et il était d'accord que ce tableau-là, c'est des montants, des nets à percevoir dans les bulletins de salaire des enseignants. C'est ce qui a été décidé dans l'ensemble. Si tel est le cas, estime-t-il, l'État n'a pas respecté ses engagements. Oui, si réellement on se retrouve avec des impositions, ce qui veut dire que ce qui a été arrêté n'a pas été respecté. Et là, nous, en tant que comité de suivi, nous demandons solennellement au gouvernement, si vraiment ça a été imposé, vraiment que le gouvernement respecte ses engagements. Et une telle situation peut être évitée, surtout en cette veille des examens. Vraiment, nous sommes profondément touchés par vraiment cette crise-là, qui commence à être une crise très sérieuse et qui affecte profondément le système éducatif sénégalais, notamment le quantum horaire. Et nous sommes à la veille des examens scolaires et ça risque vraiment de perturber le bon déroulement de ces examens. Nous sommes contre les grèves. La corde est assez raide comme ça pour en rajouter. En tout cas, une forte mobilisation des syndicats d'enseignants est notée pour faire face à l'État. Merci Fat Bintou. Tout autre chose à présent, comment arrêter cette spirale de la violence au Sénégal? La pression sociale peut-elle mener à l'irréparable? C'est le motif avancé par exemple par le meurtrier présumé de Kinégaï à Pékin. Pour le sociologue Souleymane Lo, la transmutation de la société sénégalaise nous mène droit dans le mur. Voyons tout cela avec Mariam Ndiaye. La
L'insécurité pourrait-elle être liée ou avoir comme déclencheur le poids de la société? Peut-être bien si l'on se réfère à la récente affaire Kinegay, dont le présumé meurtrier évoque une certaine pression qu'il aurait subie pour expliquer son crime. Une situation qui est peut-être due à ce que le docteur Souleymane Lo, sociologue, appelle la transmutation de la société. Cette transmutation est le fait que la société, de moins en moins, en tout cas, devient donc discrète. C'est que les gens cherchent évidemment à avoir, même s'il faut voler, même s'il faut mentir, même s'il faut trahir, même s'il faut tuer. Selon lui, aujourd'hui, deux groupes se font face et l'un est en train de perdre le contrôle. Cela également peut se comprendre du fait que nous avons deux groupes, en tout cas, qui font face et que l'un commence donc à perdre donc de valeur, à perdre donc le contrôle sur donc les membres de la société. C'est ce qu'on appelle donc les groupes d'appartenance. C'est parmi ces groupes, c'est la famille qui constitue donc la première cellule donc de base. C'est également donc les foyers religieux. Une situation de plus en plus difficile pour une jeunesse déjà prise dans cet engrenage du paraître. On pense que quand on n'a pas, on n'est pas, et quand on est et qu'on ne fasse pas paraître donc ce qu'on est, c'est parce qu'on n'existe pas donc dans la société. Donc, ce sera donc très difficile de plus en plus, particulièrement donc avec donc la jeunesse qui aujourd'hui est d'une façon ou d'une autre huppée donc dans cet engrenage, en tout cas de changements sociaux. Pression ou pas, Kassimba, un des superviseurs de l'entreprise dans laquelle exerçait Kinegay, lui aurait emprunté 200 000 pour pouvoir acheter un mouton pour baptiser sa fille ce dimanche. Alors, une question, qui faire confiance si de plus en plus de proches, parents et amis tuent? Oui, Mariam, suite à l'agression d'un scooteriste par 3 malfaiteurs le 15 mai dernier à la zone de captage, la gendarmerie nationale vient de mettre la main sur les auteurs de l'agression. Arrestation de 2 membres de la bande le 20 mai à Keur-Massar et 4 autres le 23 mai dernier. Ils seront tous déférés auprès des autorités judiciaires. L'actualité, c'est aussi ce rapport accablant de l'AJS, rapport alarmant. L'association des juristes sénégalaises sur la violence sexuelle contre les domestiques. Dans ce document, l'AJS révèle avoir enregistré près de 460 cas de viol contre ses employés de maison. On est tout cela avec Cheikh Diop et Diafaraba. Personnel de maison et violence sexuelle. Les domestiques vivent parfois des situations pénibles dans les maisons. Selon le journal L'Observateur, AJS dénombre plus de 400 cas entre janvier 2021 et mars 2022. Les domestiques sont dans des situations très très difficiles dans le cadre de leur travail. Elles peinent à bénéficier, on peut dire parce qu'il y a des hommes comme il y a des femmes. Peut-être au Sénégal, c'est plus les femmes qui occupent ces positions de travailleurs domestiques, mais ils sont dans des conditions de travail extrêmement difficiles et elles font aussi face à des violences de tout genre dans le cadre de leur milieu de travail. L'étude qu'on avait initiée par exemple, et c'est le point de départ, c'était sur la base d'un autre rapport qu'avait fait le Reuters au niveau de la Guinée-Bissau et qui faisait état du fait que au moins 90% des travailleurs domestiques étaient violés. Subissaient en tout cas des actes de viol dans le cadre de leur lieu professionnel. Il est agent Bassirou Dabo Sono. Lui parle d'une manque de considération. D'habitude, elles sont mal logées ou bon, il y a un problème de bouffe quoi. Elles ne mangent pas bien. Hein? D'habitude, bon, elles ne mangent pas avec la famille, elles mangent à part. Là où elles crèchent d'habitude, c'est pas un bon emplacement. Hein? Bon, je peux dire c'est ça qu'on a comme retour négatif quoi, par rapport à ça. Plus jamais ça, le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels propose une formation aux domestiques pour qu'elles puissent mieux connaître leurs droits. La première chose, c'est qu'on doit davantage former ces bonnes, les sensibiliser et sensibiliser aussi les employeurs sur le fait que ces travailleurs domestiques ont droit, comme tout être humain, à un certain
certain nombre de droits qui sont protégés, je dirais, que ce soit le droit à un travail décent, le droit à la santé, le droit à la sécurité sociale, le droit d'appartenir à un syndicat et pour avoir aussi d'autres droits qui sont protégés et qui doivent être respectés. Donc il y a tout un travail de sensibilisation à faire à leur endroit. Considérant le travail domestique comme l'unique moyen pour sortir du chômage et de la précarité, de l'urgence de la ratification de la Convention C189, c'est pour protéger les travailleurs domestiques. Et nous vous l'annoncions suite à l'agression d'un scooteriste par 3 malfaiteurs le 15 mai dernier à la zone de captage. La gendarmerie vient de mettre la main sur les auteurs de l'agression. Plus de précisions avec le colonel Issa Diak. Les diverses informations recueillies a permis aux enquêteurs d'établir des indices concordants portant sur la présence de 4 autres membres de la bande à Fatick. Ils seront arrêtés le 23 mai 2022. Au total, 6 individus ont été interpellés et placés en garde à vue pour les infractions d'association de malfaiteurs, de vol en réunion, avec violence et usage de moyens de locomotion, de complicité et de recel de malfaiteurs. C'est l'occasion pour le haut commandement de la gendarmerie nationale d'appeler les populations à la vigilance et à la sérénité. Qu'elles soient rassurées que toutes les énergies sont présentement mobilisées pour mettre fin à cette série de phénomènes criminels qui créent l'émoi chez nos concitoyens. Mais pour y arriver, cela demandera la collaboration de tous pour alerter et renseigner les forces de défense et de sécurité. Les coups d'État, le développement socio-économique, les questions d'environnement, de protection des femmes et des enfants, plus de 59 ans après la création de l'OUA et 22 ans après la mise en place de l'UA, le continent fait toujours face à ces grands et nombreux défis à l'occasion de la journée dédiée à l'Afrique. Le président en exercice de l'Union africaine a lancé un appel à la mobilisation, à la solidarité. Mieux, Macky Sall invite les États à libérer les énergies des jeunes Africains. Voyons tout cela avec Dissa Prera et Pape Sangoné Mbaye. Il y a 59 ans, naissait l'Organisation de l'Union africaine qui par la suite est devenue l'Union africaine en 2002. Après tant d'années d'exercice, le continent fait toujours face à de grands défis. Je pense à la paix, à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, à la protection de l'environnement et au développement économique et social inclusif, l'emploi et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Au-delà des questions de développement économique et social, se pose aussi avec acuité le problème de la gouvernance politique. La question de la gouvernance politique et institutionnelle, y compris la recrudescence des coups d'État sur le continent. Plus que jamais, l'Afrique a besoin de solidarité, de mobiliser ses fils, mais également de libérer tout son potentiel. Que si nous voulons libérer tout le potentiel de notre continent, il nous faut d'abord compter sur nous-mêmes, resserrer nos rangs, être plus unis et solidaires et croire davantage en nos propres capacités à construire l'Afrique de demain. Le président Macky Sall, à la tête de l'Union africaine, à l'occasion de la célébration de la journée de l'Afrique, a particulièrement invité la jeunesse à porter et à amplifier le message. Ainsi dira-t-il, nous ferons de notre souveraineté plus qu'une proclamation de promesses, mais une réalité conforme à la vision de nos anciens. Le président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État Macky Sall, qui s'exprimait donc à l'occasion de la journée de la solidarité africaine célébrée aujourd'hui. Dakarnave, un carnage de 202 milliards de francs CFA selon un audit de la Société des infrastructures et des réparations navales. Le directeur général de la CIRN estime que cet audit va permettre aux autorités d'avoir un aperçu sur le contrat qui lie l'État et Dakarnave. Saliou Samb a participé à la certification d'une usine de fabrication de pirogues à fibres. C'était à Mbaling. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye.
Perdu près de 202 milliards de francs CFA dans son contrat avec Dakarnave, selon un audit commandité par la Société des infrastructures de réparation navale. Son Excellence le président Macky Sall est dans une démarche d'essayer de parfaire et de gérer les ressources du Sénégal d'une manière efficiente et très participative. Et donc nous aussi à la CERN, nous sommes dans cette même dynamique. Cette étude-là nous sert de point de départ, de permettre de savoir est-ce que les ressources de l'État, les ressources du Sénégal sont bien gérées, est-ce que le patrimoine de l'État est entre de bonnes mains. Et donc voilà, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, le dernier mot reviendra à son Excellence le président Macky Sall. La CERN continue son projet de renouvellement du parc piroguier. Une trentaine de pirogues à fibre de verre seront mises à la disposition des pêcheurs dès le mois de juin. Donc vraiment le programme est maintenant lancé. La CERN avec le ministère des Pêches va accompagner le financement en mettant sur la table aussi de l'argent pour pouvoir démarrer l'acquisition des pirogues. Actuellement, 3 usines viennent d'être certifiées pour construire ces pirogues à fibre de verre. Il y a 3 grands axes tels que côté environnement. Aujourd'hui, les fibres de verre, nous n'avons pas besoin de coupure de bois. Donc deuxièmement, il y a la sécurité aussi qui s'impose. L'autre aspect aussi, c'est l'aspect économique. C'est des pirogues aussi qui, sur la consommation en carburant, vraiment, il y a une forte économie. Cette usine de fabrication de pirogues à fibre de verre s'engage à participer à la modernisation de la pêche artisanale. Et puis notre défunt collègue Abdoulaye Ndiaye repose désormais au cimetière musulman de Djamalaï. Il a été inhumé ce matin accompagné par une foule immense composée de sa famille mais aussi de toute la communauté artistique. On voit tout cela avec Habib Faye et Amadou Ba. C'est une foule immense qui est venue accompagner Abdoulaye Ndiaye à sa dernière demeure. Les témoignages sont unanimes. Quand il rencontre n'importe qui, jusqu'au plus petit planton, quand il le rencontre, il joue avec le mec, il lui raconte des histoires drôles. Vraiment quelqu'un de très gentil est parti. C'est toujours difficile de perdre un proche, mais bon, on n'a qu'à rendre grâce à Dieu. C'est son jour. C'est difficile de parler. Le défunt Ndiaye a marqué de ses empreintes sur la sphère médiatique. Il s'est fait un nom grâce à sa bonté et son ouverture d'esprit. Ndiaye était très gentil. Il aimait également sa famille. Il faisait tout pour faire plaisir à ses enfants. Il cultivait la paix au sein du groupe GFM. Ndiaye aimait taquiner ses collègues sans distinction. Son sourire était son arme. Humoriste de profession, Abdoulaye tenait beaucoup à sa famille. Un musulman, un gars pétri de talent, mais avec une humilité sans précédent. Franchement, c'est une perte très lourde pour le groupe, mais pour la culture et pour le Sénégal en général. Notre relation était basée sur le respect. Ndiaye était un collègue travailleur. Abdoulaye Ndiaye a installé une tente pour Serigne Saliou dans la mosquée de Serigne Cheikh à Mbour, où on organise chaque vendredi une cérémonie de récital de Coran. À 45 ans de vie sur terre, Abdoulaye Ndiaye rejoint les cieux. Il repose désormais au cimetière de Djamalaï. Des hommages qui ont continué aussi à la maison mortuaire à Pékin où s'est rendu tout le staff du groupe Futurs Médias pour un ultime hommage à Ndiaye TFM. Là aussi, nous retrouvons Pape Faraning et Abdoulaye Anne. La tristesse et l'émotion se lisaient sur les visages. Le rappel à Dieu de Abdoulaye Ndiaye est un véritable choc pour les amis et collègues. Tous unanimes témoignent que Ndiaye était un homme exceptionnel. Les témoignages sont unanimes sur la personnalité de Abdoulaye Ndiaye. Il était un homme bien et sa mère endeuillée lorsqu'il parle de son fils nous rappelle ses traits qui le caractérisaient. Il partageait sa passion et savait nous rendre heureux. Tout ce monde présent à ses funérailles en sont une preuve. Ndiaye était très humble, généreux.
que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Directeurs ou employés du groupe Futur Média étaient tous présents à la cérémonie pour présenter leurs condoléances car Ablaye Ndiaye était un employé exemplaire. bi ci topp nag mooy Pastef gi ci liggéey bi ndax koo xamante ni bopp bi yaram bi sutante ci lal bi mu tëdd mu ngi tenir à ce que rubrique bi ñu ko dénk ci rajo bi allo présidence ñu koy woo au téléphone muy def liggéey bi kooku vraiment wane na cofeel bu mu amoon ci liggéey bi ak bëggeel bu mu ko bëggoon donc ñu ngi ànd maase ak ñi fi seede yëpp di ko ñaanal suñu borom xarikal jana suñu borom teg loxoom ci njaboot gi. Artistes, célébrités ou même collègues, une foule immense à Pékin pour rendre un dernier hommage à Abdoulaye Ndiaye, un homme de culture mais aussi un vrai musulman, selon les témoignages. Et venons-en à la 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine, prévu, vous le savez, les 4, 5 et 6 juin prochains. Le comité régional de développement préparatoire présidé par le gouverneur de la région, le comité d'organisation ainsi que tous les services de l'État en présence du ministre de l'Intérieur ont tenu un CRD ce mardi au ministère de l'Intérieur. Le ministre Antoine Diome assure au président du comité d'organisation de cette 134e édition du pèlerinage que son équipe, que l'État du Sénégal va déployer plus de moyens cette année en vue d'assurer la sécurité des fidèles pendant, après et après l'événement. Le voici avec Aminata Baresso. Pour que ce pèlerinage puisse se passer dans de bonnes conditions. Le thème de ce pèlerinage est l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Alors la famille est la base vraiment de la société. Quand l'éducation est réussie dans la famille, je pense que tout cela reflète dans la société de bons comportements. Alors ce pèlerinage va réunir beaucoup de jeunes venant de toutes les régions du Sénégal, mais également d'autres pèlerins venant de la Gambie, de la Mauritanie et de la Guinée. Alors nous les accueillerons avec joie et j'espère qu'ils pourront venir et arriver dans de bonnes conditions. Alors tout simplement lancer un appel à tous les pèlerins pour une bonne préparation spirituelle, une bonne préparation physique aussi, en disant que ce pèlerinage est une reprise. Donc tout ne sera pas rose, mais nous comptons sur la compréhension des uns et des autres, quelles que soient les conditions. Abbé Sébastien Augustin Mamadou Diouf avec Aminata Baresso. En politique, les responsables de Benno Bokk Yakaar continuent de fustiger les déclarations de Ousmane Sonko. Après la tête de liste nationale, Aminata Touré, c'est au tour du maire de la Médina de monter au créneau. Bamba Fall regrette la violence par ailleurs politique que l'opposition souhaiterait instaurer dans la capitale. No pasaran, s'exclame le socialiste, compte rendu de sa conférence de presse cet après-midi. Mamadou Fall et Youssou Baro. Dakar, désormais déterminé à faire face, les menaces d'Ousmane Sonko ne passeront plus. Telle est la déclaration du ministre conseiller et maire de la Médina. Pour Bamba Fall, les Dakarois sont debout pour annihiler toutes les tentatives de sabotage de leur localité. Nous sommes des élus de Dakar. Nous avions sacrifié toute notre jeunesse à construire cette ville. Nous n'accepterons pas que quelqu'un puisse demander aux Dakarois de saccager Dakar et le lendemain retourner à son bercail. Ousmane Sonko, je pense que la justice, la loi doit être très forte. Appel à insurrection, je pense qu'il devait être poursuivi. Et nous, Dakarois, nous ne l'accepterons plus. Pour Abdou Karim Fofana, aucune marge ne sera laissée à certains leaders qu'il qualifie d'irresponsables. Donc il est irresponsable que des personnes déclarent ou appellent les jeunes à venir à Dakar, servir de chair à caton, mais aussi détruire tous ces biens publics, ces biens privés. Nous l'avons vu le 8 mars dernier. Je pense que les hommes politiques, surtout ceux de l'opposition, doivent avoir des scrupules à rappeler le 8 mars 2021. Parce que lorsqu'ils disent qu'il pourrait y avoir une nouvelle vague de violence, c'est de l'irresponsabilité. Et nous, les Dakarois, nous ne laisserons pas faire. Bamba Fall d'interpeller le Conseil constitutionnel, la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar ne respecte pas la parité. Décision du Conseil constitutionnel. Contrairement à mon ami Abdou Karim qui est très républicain, moi je ne suis pas d'accord du tout. Parce que c'est désavouer la loi, c'est désavouer totalement la loi. C'est créer une jurisprudence qui pourrait perturber les lendemains électoraux, n'est-ce pas, l'avenir électoral du Sénégal.
La loi est claire. Une liste qui n'est pas paritaire est irrecevable. Le ministre de l'Intérieur n'a fait que suivre la loi. Tous les responsables de la mouvance présidentielle de Dakar comptent s'unir pour protéger la capitale. Dakar ne sera plus saccagé, disent-ils. Et venons-en à la Biennale Dakar. La question de l'architecture est au cœur des préoccupations des acteurs culturels. Une rencontre dans ce sens a réuni historiens, chercheurs, artistes et architectes en collaboration avec le Centre canadien de l'architecture. Objectif, mesurer le rôle historique de l'architecture dans la colonisation. Nos reporters ont pris part à cette rencontre, Ibou Diouf et Pape Sangounimbay. L'initiative vise à s'interroger sur la manière dont nous pouvons comprendre le rôle historique dans l'architecture, dans la décolonisation à l'échelle locale. C'est une sorte, je dirais pas une vision panafricaine, mais ce que nous n'avons pas, c'est un chercheur qui travaille sur le Sénégal. Alors nous sommes ici aussi pour apprendre et de concevoir et d'entrer en dialogue avec les architectes et urbanistes et d'autres artistes et entamer le projet en 2019. Et la première conférence, c'est à Addis Abeba, en Éthiopie. Le Centre canadien de l'architecture a entamé depuis 2019 des projets visant à analyser la façon dont l'architecture témoigne des transformations. Et ce n'est pas une question juste sur l'Afrique, ce n'est pas une question juste d'Europe, d'Amérique du Nord, mais c'est une les bâtiments, les plans, l'urbain et tout ça. Et puis pour nous, c'est important pour demander des questions sur cette, pas pour le résultat, c'est les questions qui nous intéressent. Les chercheurs qui mettent en jeu les acteurs, les typologies architecturales, les zones géographiques et les développements urbains. On va publier une anthologie de sources primaires, des sources archivistiques sur les différents contextes régionaux d'architecture sur le continent qui viennent des différents projets des chercheurs. Et ça va être publié par le Centre canadien de l'architecture, disons octobre 2022. Des experts venus d'horizons divers pour répondre à la problématique comment centrer l'Afrique par rapport à cette perspective postcoloniale sur l'architecture. Merci Ibou. Et puis un mot de sport, Mamadou Diagnandiaï, le président du CNOS, qui travaille pour une collaboration avec la FIFA en vue des JOJ 2026. Habib Bey, qui reste entraîneur du Red Star en France jusqu'en 2024. Et puis le Casa Sport et la Linguère de Saint-Louis qualifiés en demi-finale de la Coupe du Sénégal. Le round-up de l'Actu Sport avec Chersade Boudjara. Le Casa Sport est encore en course pour conserver la Coupe du Sénégal. Le club de Ziguinchor s'est qualifié en demi-finale ce mercredi. Il est venu à bout du port autonome de Dakar sur le score d'1-0. Dans l'autre quart de ce jour, la Linguère de Saint-Louis s'est qualifiée devant Djambar de Sali à l'issue des tirs au but 3-2. Les deux clubs étaient à égalité 1 but partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations. En demi-finale, le Casa Sport et la Linguère vont rencontrer respectivement le vainqueur de Teungueth FC Agel de Rufisque et celui de Lusitana Thiès FC, des quarts de finale qui se jouent ce jeudi. Passons à l'équipe nationale de football du Sénégal qui va recevoir le Bénin, privé d'un de ses cadres. Pour des raisons familiales, le capitaine des écureuils, Jordan Adeyoti, âgé de 33 ans, va banquer le match face au Sénégal du 4 juin prochain. Pendant ce temps, Habib Bey prolonge son contrat avec Red Star, un club de national en France. L'entraîneur franco-sénégalais de 44 ans, qui est parvenu à maintenir son club 11e au classement, va rester jusqu'en 2024. Avec l'arrivée de nouveaux dirigeants, Habib Bey estime que le Red Star est un cadre idéal pour exercer son métier. Mamadou Diagnandiaï, pour sa part, est en Suisse pour collaborer avec la FIFA. Le président du CONOS s'est entretenu avec les membres de l'instance dirigeante du football mondial dans la recherche d'un partenariat entre le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 et la FIFA. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue tout de suite dans Soir d'Info. On continue de parler de l'imbroglio entre le ministère des Finances et les enseignants du SAEMS-QSAEMS. Abdoulaye Der reçoit Monsieur Abdoulaye Fane. C'est tout de suite. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.